Damien Castera n'est pas un surfeur comme les autres. Épris de liberté, il laisse derrière lui les spots bondés et la compétition pour l'aventure et les vagues méconnues, difficiles à atteindre. De l'Alaska au Liberia, en passant par la Papouasie et les Andes, Damien Castera redonne ses lettres de noblesse au surf en renouant avec la nature et en aspirant à la contemplation plutôt qu'à la performance. En quête de la vague parfaite, en proie à l'inconnu, il nous partage sa philosophie de vie basée sur un retour à l'essentiel, une redécouverte de soi et du monde. Il est notre premier invité inspiration sur Dexplo. Bonjour Damien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Damien Castera, j'ai 38 ans, je suis originaire du Pays Basque, donc entre les montagnes et l'océan. Je viens d'un endroit où il y a pas mal de terrains de jeu. Et voilà, à la base, on va dire que j'ai été surfeur professionnel pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, donc je continue à pratiquer l'activité, mais plus en la recentrant sur l'aventure, que ce soit des expéditions en pleine nature, dans les eaux froides comme l'Alaska, ou alors même dans des endroits un peu perdus comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le Libéria. Donc généralement, je fais des voyages d'aventure où j'essaye de... Le fil rouge, généralement, c'est le surf. Damien, tu es surfeur professionnel, écrivain, documentaliste, réalisateur, membre de la Société des explorateurs français. Comment te définis-tu? Je me définis pas. Ok, ouais. Je me définis pas. Non, après, j'ai toujours lu beaucoup, écrit depuis que je suis petit. Après, quand tu commences à voyager, généralement, ouais, j'ai toujours tenu un journal de bord et dans la vie un peu tous les jours. C'est vrai que l'écriture, c'est une belle gymnastique de l'esprit. Ça permet de réfléchir, permet de mettre ses idées un peu au clair. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Et puis, ça me permet également de travailler en tant qu'auteur sur des films documentaires ou sur des livres. Voilà, c'est des activités qui sont assez complémentaires. Donc, de toute façon, donc à la base, c'était le voyage. Et puis après, c'est comment le raconter, comment le vivre et de manière peut-être un peu plus intense. Tu es donc un insatiable curieux, un vrai touche-à-tout. Qu'est-ce qui t'a amené en premier lieu vers l'océan et le surf? Alors où j'habite en fait sur Anglette, Biarritz, l'océan, c'est quand même que chez nous, quasiment tout le monde surfe ou alors fait de la chasse sous-marine ou de pêche. Ou tu vas en montagne aussi, mais c'est vrai que on va dire que le surf, c'était quand même, je suis dans un des meilleurs endroits en Europe pour le surf, donc ça s'est présenté assez naturellement. Hein. Après avoir remporté une Coupe d'Europe et une 5e place au Championnat du monde, tu quittes la compétition pour le free surf en 2011 et tu voyages aux 4 coins du monde, notamment en Alaska, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où tu rencontres notamment les hommes fleurs et les hommes crocodiles, et en Namibie. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de quitter la compétition pour l'aventure? Je pense que ça n'a jamais été dans mes gènes de faire la compétition, et puis c'est surtout que pour moi, c'était un peu passé à côté de l'aventure et du voyage. Il y a une émulation qui est assez cool. Voilà, on est en quête de performance. C'est pas forcément le truc qui m'anime le plus. Et puis, moi, voilà, j'étais vraiment élevé dans les récits de Jack London, d'Hemingway, tu vois, de Kessel. Donc faire de la compète, voyager pour faire de la compète, pour moi, c'était quand même une des plus belles manières de passer à côté de l'aventure. Donc c'est vrai qu'après, je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de repasser sur ce qu'on appelle le free surf. Ouais. Donc c'est vraiment, tu pars surfer pour toi, tu n'as pas des juges. En plus, c'est vrai que le surf, c'est quand même aussi un sport où on se demande si, voilà, quelle est la légitimité des juges, tu vois, c'est chacun ses goûts de style, chacun tout ça. Donc bref, l'exploration, c'est un mot un peu désuet aujourd'hui, mais sur le voyage d'exploration, c'était plus pour découvrir des nouvelles vagues, que ce soit au fin fond de la Papouasie ou en Alaska. Et puis donc de vivre de l'aventure et puis donc c'est quelque chose en plus qui peut permettre d'écrire, qui peut permettre de réaliser des films documentaires, voilà, puis qui peut permettre de réaliser des voyages absolument incroyables avec des copains. Bon, mais le choix a été assez rapide. Tu pars donc pour ton premier grand voyage en Alaska, au milieu des ours, et tu découvres les paysages spectaculaires de cette région sauvage. Tu finis même par surfer avec des orques. Raconte-nous ton expérience, décris-nous tes sensations. On veut surfer la vague avec toi, entouré par ces grands cétacés. Alors, j'ai pas surfé sur la même vague avec eux, mais ouais. Les ailerons étaient derrière les vagues. Sur le moment, sur le moment, ça fait un peu peur, carrément peur, parce que c'était le coucher de soleil. C'est quand même, faut remettre un peu en perspective le fait qu'on campe depuis un mois dans une forêt remplie d'ours. Donc sur la terre, il y a des ours, dans l'eau, on avait des petits problèmes de voisinage avec un lion de mer de 500-600 kilos chaque fois qu'on venait dans l'eau, qui
nous fonçait dessus et qui nous crachait de l'eau dessus. On savait pas trop s'il allait nous mordre ou pas, donc généralement on sortait de l'eau. Et puis après, donc c'était les orques, il y a les requins aussi. Bon, c'est-à-dire que t'es quand même plus ou moins assez flippé tout le temps. Et c'est vrai que les orques, quand je les ai vus, ça m'a fait quand même un petit choc. Après, l'orque est un animal absolument brillant, enfin, intelligent, pourvu d'une grande intelligence. Il fait vraiment la part des choses. Il n'y a aucun être humain, à part dans des marinelands ou dans des piscines, qui se font attaquer par des hommes. C'est assez incompréhensible d'ailleurs, parce que quand on voit qu'il chasse le phoque, qu'il chasse le requin, qu'il chasse. C'est vrai que le surfeur, je ne sais pas pourquoi, il en a pas envie. Donc voilà, c'était une belle rencontre. Je voudrais revenir sur une autre de tes expéditions qui m'a beaucoup touché. En 2018, tu t'envoles pour le Liberia avec le réalisateur Arthur Bourbon pour filmer un documentaire qui raconte la reconversion grâce au surf d'anciens enfants soldats. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que ce film a été difficile à filmer émotionnellement parlant ? Ouais, là tu rentres dans des problématiques plus sociales, donc ça touche des choses un peu plus compliquées. C'est des sujets qu'il faut vraiment préparer en avance parce que dans ces moments-là, c'est déjà la guerre est tabou. Tout ce qui s'est passé pendant la guerre, on n'en parle plus trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des comportements un peu qui étaient peut-être pas forcément du bon côté pendant la guerre et aujourd'hui ils ont décidé d'avancer, de pas ressasser les vieilles lunes. Donc c'est assez compliqué quand tu arrives là-bas de poser tes questions, tu vois, et de ressoulever tout ça. C'est des choses qu'ils ont plutôt tendance à essayer d'oublier. Donc il y a toute une préparation pour bien connaître l'histoire et puis après essayer de trouver quelques contacts avant d'arriver là-bas et puis une fois que tu es là-bas, expliquer vraiment ce qu'on veut montrer parce que ils ont cette crainte et je les comprends que notre documentaire s'inscriva encore dans quelque chose de sensationnel où on va parler de la guerre, on va parler des cannibales, on va donner encore une image assez dark du pays. Et donc, ils vont rester complètement ancrés dans cette image catastrophique, quoi. Avec cette histoire des anciens enfants soldats du Liberia, on voit bien que le surf peut être une thérapie. Est-ce qu'elle l'a été pour toi aussi dans les moments difficiles de la vie ? Évidemment, le surf, la passion, même la marche, des trucs comme ça, c'est sûr que en plus, dans un élément naturel où, surtout, je crois vraiment au fait que dans l'eau, on a quand même. Il y a quand même cette symbolique de se laver le corps et la tête. Dès que tu passes sous une vague, tu as l'impression de faire un reset un peu, tu vois, et ça remet les idées en place. Et oui, le surf, déjà, c'est quelque chose qui te permet mais comme toutes les passions, surtout sportives, je pense que ça te permet de ne pas te dissoudre dans des trucs qui sont peut-être pas très bons. Tu restes un peu focus sur quelque chose. Et puis, c'est sûr que voilà, moi j'ai perdu mon petit frère, j'ai eu pas mal de trucs de famille un peu compliqués. Et le surf est quelque chose qui te permet d'avancer c'est un outil de résilience, on va dire. J'aimerais aussi que l'on parle de ton engagement pour la planète. Tu as notamment participé à un surf trip sur le Nomade des mers, un bateau qui expérimente les low-tech, et un film documentaire en a été tiré qui s'appelle Wave of Change et que j'invite tout le monde à aller voir. On reviendra sur les low-tech lors d'une prochaine interview, j'espère, avec Corentin de Châtel-Perron. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet, Damien ? L'idée, c'était, moi j'avais navigué avec Corentin et Roland Jourdain un an avant, et donc on a déjà carrément accroché. Et en plus, on s'est rendu compte en discutant, Coco me disait que ça serait cool qu'on fasse un petit trip ensemble et qu'on essaye de mélanger les sports de glisse qui sont quand même un vecteur pour raconter des histoires et faire des belles images avec les low-tech et qu'en fait, on pouvait essayer de mélanger tout ça. Donc on est parti je les ai rejoints, le bateau est au Mexique et on a récupéré donc des planches qui étaient cassées qu'on a réparé avec du mycélium déshydraté, donc l'appareil végétatif du champignon. On a fait de la wax avec de la cire d'abeille et de la résine de pin. On a fait sur le bateau, il y a toutes les inventions qui sont à bord sur l'électricité, sur la nourriture, sur les plantes, sur tout ça. Donc c'était vraiment essayer de montrer évidemment que on peut pas vivre comme ça, mais c'est plus un moyen de montrer le rapport qu'on a avec notre consommation et de se recentrer un peu au milieu de tout ça. Ouais. Donc c'est une super aventure. Pour moi, en tout cas, c'était fantastique de pouvoir vivre ça avec eux. De 2015 à 2019, tu pars pour 3 expéditions, en Alaska, dans les Andes et dans les Pyrénées, avec le champion de snowboard Mathieu Crépel. Comment votre amitié est-elle née et peux-tu nous expliquer le but de ces expéditions ? Ouais, Mathieu, on s'est rencontrés
sur une course de pirogue qui ouvrait les célèbres fêtes de Bayonne. Et puis lui avait déjà fait 2 voyages en Alaska. Moi, c'était la veille de mon premier voyage en Alaska, donc on a pas mal échangé là-dessus. Lui, c'était l'époque où il commençait à avoir l'idée d'arrêter la compétition parce qu'il avait l'impression de s'écarter un peu du sens premier de son sport et de la nature. C'est vrai que quand tu te retrouves à Sochi ou dans des endroits comme ça ou en Chine, bah, tu te demandes si vraiment tu es toujours dans un sport de nature, quoi. Donc il commençait à se réfléchir là-dessus. Moi, j'avais déjà pris ma décision de faire du free surf et de commencer à essayer de remettre le surf dans un contexte d'aventure et de voyage un peu plus intense d'exploration. Donc on est devenus potes. Quand je suis revenu d'Alaska, on s'est dit que ça serait cool de faire un film ensemble, faire une expérience ensemble. Et donc évidemment, lui il travaillait déjà pour son asso qu'il a créé avec son père, du flocon à la vague. Donc on s'est dit que ça serait pas mal de mettre ça en image et de partir donc, des sommets enneigés jusqu'à l'océan en suivant le chemin d'une goutte d'eau et d'un flocon de neige, donc qui arrive sur la montagne en forme de neige, qui fond dans les rivières et qui arrive dans l'océan et que tu retrouves au niveau des vagues. Donc ça nous permet de faire du snowboard, du camp en montagne, enfin du camp de base en montagne, un peu d'alpinisme, de descendre des rivières ça dépend le support. On a fait du radeau, on a fait du packraft, on a fait du canoë, ça dépend de l'endroit. Et après donc d'arriver sur l'océan et puis de pouvoir glisser sur les vagues. Donc c'est une belle aventure au fil de l'eau. Quand je vois les films que tu as réalisés et quand je lis ton livre, je me rends compte que tu n'es pas en quête de la vague parfaite qui n'a jamais été surfée, mais bien plus d'une philosophie de vie basée sur la sobriété, l'amitié et le contact avec la nature. Le surf est-il seulement un prétexte pour vivre les aventures de tes personnages de romans préférés? Clairement, je suis un très très grand passionné de surf et ça serait vraiment de mentir un peu que de dire que le surf est juste un prétexte pour faire le reste. Quand même à faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'arrive à faire... l'été dernier, je suis parti 2 mois et demi en Indonésie. Donc là, c'était vraiment centré sur le surf et c'est une expérience que je voulais faire parce que le pays était fermé à cause du Covid. Donc j'ai réussi à rentrer juste avant que ça ferme et puis j'ai passé 2 mois et demi là-bas et dans des conditions exceptionnelles. Et cette année, je passais 2 mois en Ukraine, tu vois, donc j'arrive à passer de l'un à l'autre. Et c'est ça qui fait que les expériences sont riches aussi, c'est que je ne fais pas toujours la même chose. Je ne me sens pas spécialiste en quoi que ce soit, je suis plutôt à collectionner les expériences, tu vois, et essayer de faire plein de trucs différents, de rencontrer plein de gens. Généralement aussi, je fais des beaux duos avec des gens comme Mathieu Crépel, Corentin de Châtel-Perron, des gens comme ça qui me permettent de rentrer avec des spécialistes dans d'autres domaines. Donc ça, c'est fantastique pour l'expérience à vivre. Et voilà. Après, c'est sûr que dans les histoires que je raconte, le surf est évidemment un prétexte parce que l'Alaska, c'est pas forcément les meilleures vagues, mais au final, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est d'arriver à trouver des vagues où il n'y a personne, où on est dans un cadre absolument incroyable. Et puis, on mélange ça avec l'aventure, avec des copains. C'est sûr que tu me mets la meilleure vague du monde à Pipeline, à Hawaï, j'ai jamais été, j'ai aucune envie d'y aller. C'est la compète, c'est la guerre, tu vois. Donc ça m'intéresse pas tout ça. En parlant de surf, quelle a été ta plus belle vague? Je pense que la vague la plus incroyable que j'ai surfée, c'est celle en Namibie, qui est quand même ce qu'on appelle, qui est perdue au milieu de la Skeleton Coast, donc dans le désert du Namib, vraiment sur la côte. C'est une vague qui est, je pense qu'il n'y a aucune vague qui ressemble à ça. C'est vraiment irréel. On dirait les vagues qu'on dessinait sur les carnets d'enfants, tu sais, quand on était petit. Et après, elle est très technique, elle est assez dure à surfer, mais puis c'est vraiment austère l'endroit. Il fait froid, il y a des phoques partout. Mais c'est une vague absolument incroyable. On peut passer 4 tubes sur la même vague, tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Lors de tes voyages, tu pars très souvent avec des amis. Es-tu déjà parti seul et qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Je pars souvent avec des gens parce que déjà, je trouve que les belles choses, elles doivent être partagées. Je suis comme ça. Après, l'exercice de partir seul, il est différent. Quand je pars seul, généralement, c'est pas pour faire un film comme ça, mais par contre, c'est pour écrire ou pour. Moi, j'ai un travail à faire sur moi-même, par exemple. Et j'en ai fait. Après le film sur le bateau de Corentin, je suis resté 2 mois au Mexique tout seul, parce que j'essaye, tu vois, de me servir des expéditions que je dois réaliser une fois dans l'année pour rester après dans le pays, pour pas faire plein de voyages. Ça fait 4 ans que j'essaie de faire qu'un seul long voyage par an.
Et pour pas trop prendre l'avion et tout ça, donc c'est pas évident, mais je me dis, bah, voilà, si je fais un film au Mexique, bah, les vacances, ça sera au Mexique juste après le film. Donc là, je suis resté 2 mois tout seul, et donc j'ai traversé le Mexique pas mal, et c'est des choses différentes, mais c'est super cool aussi. Ouais. Donc en parlant d'Ukraine, tu es également parti pendant la guerre pour rendre compte de la vie sur place, 2 fois si je me rappelle bien, et notamment de l'importance de l'art. Raconte-nous ton expérience là-bas qui a dû être forte en émotions. En fait, vrai sujet, c'est, c'est, c'est l'idée venue quand j'étais là-bas. En fait, mon premier voyage, je suis parti amener du matériel médical et j'ai commencé à bosser, à écrire des papiers pour le journal du dimanche. Et en fait, il y a un Ukrainien qui me disait, avec tous ces journalistes qui sont là et qui parlent des morts, on oublie de parler des vivants. Et l'idée, c'était vraiment de pas du tout faire un travail journalistique, mais plutôt de faire, voilà, de montrer la réalité du pays en temps de guerre. Et donc, c'était surtout de montrer l'intensité de la vie au milieu du chaos, au milieu de l'horreur et au milieu de la guerre. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages que j'ai choisi de suivre qui sont des artistes parce que je pensais vraiment intéressant de voir l'art comme un moyen de résistance. Et, donc, tu as des peintres, des violonistes, des graffeurs, et forcément, il y a tout un lien avec la guerre et ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, on a traversé toute l'Ukraine avec un copain. Là, on est parti de la frontière polonaise jusqu'à Kharkiv à l'est. Et donc, évidemment, que tout au long du voyage, on va dire qu'il y a trois parties dans le film. C'est l'ouest de l'Ukraine, le centre de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine. Et évidemment que c'est un peu comme le bouquin de Conrad, Au cœur des ténèbres. Plus on avance, plus on s'enfonce dans le truc. Et c'est sûr qu'on voit qu'il y a vraiment un changement radical. Et à l'est, on entend les bombes tout le temps. Et là, c'est vraiment, tout est détruit. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué de montrer l'intensité de la vie là-bas. Mais voilà, on a quand même essayé de garder cette thématique et de travailler là-dessus. J'aime bien comprendre le monde, j'aime bien discuter, j'aime bien tout ça, et je pense qu'au bout d'un moment, voilà, l'homme est la somme de ses actions, donc il y a un moment, il faut que ça passe par l'action, et que l'engagement, on peut pas avoir que des discussions de PMU, tu vois, donc là, l'Afghanistan c'était un peu loin, la Syrie c'était un peu compliqué, l'Ukraine c'était quand même plus proche, et voilà, j'ai pu assez facilement me récupérer du matériel médical, donc à la base, je savais même pas que j'allais aller en Ukraine, je pensais rester sur la frontière, et puis au final, comme il n'y avait pas beaucoup de journalistes, on m'a proposé quelque chose, et puis bon, c'est comme ça que l'aventure se fait. Donc il faut savoir mettre la limite quand même, parce que ça peut être quand même vraiment, vraiment dangereux. Mais bon, c'est une expérience très enrichissante, et puis c'est surtout c'est important pour eux de raconter, d'être témoins de ce qui se passe, et c'est vrai et de complémenter, voilà, je parle en français, c'est le travail de journaliste qui est quand même un travail très factuel et qui montre voilà, en majeure partie la destruction et la mort. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui montrent la vie qu'il y a à Kiev, qui montrent la vie qu'il y a derrière la guerre. Donc c'est important de le faire et de s'inscrire dans cette ligne-là. Merci beaucoup Damien d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Avant que tu nous laisses, est-ce que tu as prévu de nouvelles expéditions pour la fin de l'année ou même pour 2023 ? Non, là, je devais pas être là. J'avais une grosse expé là, en septembre jusqu'à novembre en Alaska sur un petit Hobbycat, mais je l'ai repoussé à l'année prochaine parce que l'Ukraine m'a fatigué quand même pas mal. Et j'aimerais travailler vraiment sur sur le montage du documentaire. Donc ça, je l'ai repoussé. Et non, là, je pense que je sais pas ce que je vais faire. Non, je pense que je vais bien réécrire pour remettre mes notes au propre aussi de l'Ukraine, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de matière, et c'est toujours intéressant d'avoir une espèce de journal d'Ukraine, tu vois. Encore une fois, je trouve que à l'époque d'Albert Londres, de Kessel, de Saint-Exupéry, de Camus et tout ça, il y avait vraiment des journalistes et des écrivains, et ça se mélangeait bien, je trouve. C'est assez complémentaire. Donc voilà, je vais essayer de faire mettre au propre mon journal et voir ce que ça donne. Surfeur de cœur, explorateur dans l'âme, Damien Castera rêve sa vie à travers ses livres d'aventures et vit ses rêves à travers ses propres aventures. Avec simplicité et tendresse, il partage ses expériences et ses passions. Merci Damien pour ta philosophie, tes récits et tes images. Continue à nous faire rêver comme d'autres t'ont fait rêver. Ce fut un véritable plaisir de te recevoir sur Dexplo. À bientôt. À bientôt. Ciao.